Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce jeudi 23 mai 2024. Le portrait de la semaine s'intéresse au parcours inspirant de Lamine Traoré, un jeune Ivoirien qui, après des années de formation à l'extérieur, est revenu au pays pour s'investir dans l'agropastoral et la technologie. Les détails dans quelques instants. À l'international, 3 jours après l'attaque de son domicile par des hommes armés, Vital Kamerhe, élu président de l'Assemblée nationale de la RD Congo. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Les jeunes Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat et c'est le cas de Lamine Traoré qui, après des années de formation aux États-Unis et en Espagne, est revenu au pays pour s'investir dans le domaine de l'agropastoral et la technologie. Son premier champ de piment lui a permis de se lancer dans la culture de céréales et de produits vivriers. De 10 employés, il se retrouve aujourd'hui avec plus de 400. Voici son parcours inspirant relaté par Assita Diarra, Kader Bachil et Issa Dambélé. Selon l'écrivain James Worsham, le courage d'entreprendre est l'un des principaux facteurs du succès. Une citation bien comprise par Lamine Traoré, jeune entrepreneur. Après 8 ans de formation aux États-Unis et en Espagne, il revient en Côte d'Ivoire en 2009 pour exercer dans le secteur agropastoral et technologique. Aujourd'hui, il visite l'un de ses sites dans la localité de Tahabou. Après les études, il fallait aller faire des recherches. On part aux États-Unis, en Floride. On fait une formation en hydraulique et pétrole. J'ai décidé de rentrer au pays. Ce que j'ai appris, c'est l'addition d'eau et puis l'agriculture. Il fallait les mettre quand même en pratique. Et c'est ce que je suis en train de faire. Au début, la famille était un peu sceptique parce que je disais, non, comment quitter les États-Unis et revenir encore en Afrique? Pourquoi tu gagnais ta vie? Pour donner un coup de pouce à l'agriculture ivoirienne, il compte transformer cet espace en une exploitation à grande échelle pour la culture des céréales et des produits vivriers. Ici, on aura non seulement le maïs, le riz, et la tomate, l'aubergine, le poivron, chou, gombo. On va travailler en plein temps. L'idée, c'est de développer le secteur agricole, mécaniser surtout le secteur agricole, industrialiser ce domaine aujourd'hui. Le projet, c'est plus avantageux, surtout même pour le village. Parce que non seulement on va créer de l'emploi, voilà, un champ de 50 à 300 hectares, vous savez, nous avons au minimum au moins 100 à 200 personnes qui vont bénéficier d'emploi et un travail ici. Séduit par son professionnalisme et sa détermination, ses employés n'hésitent pas à lui prêter main forte dans la réalisation de ses projets. Ça fait environ 5 ans que nous travaillons ensemble. Nous voulons mettre nos connaissances, nos efforts ensemble pour pouvoir faire avancer l'entreprise. Franchement, il aime le travail bien fait. Je m'occupe beaucoup de la créance, c'est-à-dire le recouvrement. Tout ce que j'ai à dire, c'est de l'encourager. Lui dire aussi merci pour tout ce qu'il fait pour nous et pour la population. Après cette visite, Lamine et son équipe se dirigent vers un autre chantier. Il envisage de créer un centre de formation pour les jeunes passionnés par le secteur agropastoral. Cet espace est approvisionné en eau potable grâce à des fourrages qu'il a lui-même réalisés. Comme on parle de l'agriculture moderne, il faut avoir aussi un centre de recherche ici, donc, nous allons faire de la théorie et pratique. En même temps, nous avons au total 618 hectares. Déjà, nous avons 2 fourrages déjà réalisés ici, un de l'autre côté, l'autre de l'autre côté aussi un, équipé par un système soleil. Également, on va décaper ici le site et puis élaborer, construire des bâtiments pour faire la formation théorique et pratique. Ici, déjà, on avait déjà fait des tests de gombo sur cet espace que vous voyez là. Il y a déjà même du gombo là-dessus. Pour quelqu'un qui veut vraiment investir dans l'agriculture, il faut l'amener à comprendre la chose. Il faut d'abord lui former, il faut qu'il y ait une formation à la base avant de se lancer dans le projet. Grâce à son savoir-faire, il est très sollicité par les agriculteurs pour l'installation de systèmes d'irrigation. Cet après-midi, il rencontre un groupe d'agriculteurs de la ville de Toumoudi pour discuter d'un projet. Il a fait d'autres systèmes ailleurs qu'on a vus, donc il a échangé avec la présidente. Donc nous sommes intéressés par son système de travail. Nous, on aurait souhaité qu'il vienne nous appuyer pour qu'on travaille dans les conditions décentes. Pour la qualité de ses services, Lamine a été sollicité par divers ministères, centres de santé, cadres ivoiriens et même par les populations des pays de la sous-région. On a un site écologique à Yamsokro. Le forage également a été réalisé par l'entreprise, voilà, pour le ministre de l'Agriculture à Djoumani. Nous sommes dans 25 régions. Pourquoi dans 25 régions? Quand on parle de l'agriculture, ce n'est pas Abidjan.
c'est plutôt à l'intérieur. On est déjà installé dans 10 pays en Afrique. On travaille en Bissau, au Mali, au Burkina, au Togo, au Bénin, en Guinée-Conakry et voilà, Sierra Leone également. Il fallait réaliser des forages dans les différents sites de la CNPT afin de leur permettre de pouvoir collaborer correctement ou travailler bien. La CNPT, c'est un projet du ministère de la Santé, la zone de dialyse des sangs. Voilà. En réalité, parfois, quand il y a manque d'eau, ils n'arrivent pas à intervenir correctement. Une fois la visite des chantiers terminée, il se rend à Abidjan, dans son entreprise située à Cocody, pour répondre aux différents courriers laissés par ses clients et partenaires. Ce sujet, c'est par rapport au comptage, monsieur. Et pour la question que vous avez demandé. D'accord, maintenant. Monsieur. Sur le terrain comme au bureau, Lamine ne connaît pas de repos. Sa journée est rythmée par des entretiens avec les agriculteurs et les populations rurales pour la mise en place des systèmes solaires et de forage. Catherine et son oncle se sont rendus dans son entreprise pour échanger sur un éventuel partenariat. Nous sommes rendus ici pour savoir qu'est-ce que les gens ont comme équipement qui peut nous intéresser. C'est ainsi que nous sommes arrivés. Et quand nous sommes arrivés, il y a le patron qui était en voyage. Et on s'est donné rendez-vous pour aujourd'hui. Pour soutenir les populations rurales, il propose ses services à crédit. Ses employés s'efforcent chaque jour à répondre rapidement aux besoins des clients. Je suis chargée à faire des cotations, chargée de la clientèle, faire le suivi des clients jusqu'à l'achat. En tout cas, tous les clients sont satisfaits. Les clients même nous apportent des clients parce que si un client est satisfait, il faut aussi faire la pulsion aussi de bouche à l'oreille de l'entreprise. Créer cette entreprise n'a pas été facile. Vu qu'on est dans le social, la vente à crédit, tout ça. Grâce à son courage, son ingéniosité et sa détermination, Lamine Traoré a reçu de nombreux prix, notamment les grands prix Nelson Mandela 2023 du meilleur jeune entrepreneur, les prix Argent de l'innovation technologique 2023 et le trophée pour la promotion de la bonne gouvernance. Il envisage d'étendre ses activités aux pays anglophones d'Afrique. C'est un constat, les jeunes sont aujourd'hui prêts à devenir les entrepreneurs de demain. Ils sont de plus en plus détachés de l'étiquette classique du salariat. Intéressons-nous à présent au Malo-Woussou, souvent accompagné de sauce feuille ou arachide à la consommation. Ce riz local est prisé par les Ivoiriens. Dans la commune de Cocody, il n'est pas rare de voir des mangeurs de l'aube consommer ce mets qu'ils considèrent comme un aliment de résistance. Et si le Malo-Woussou est autant aimé, c'est aussi grâce à son accessibilité. Le reportage de Justin Kwasi et Georgette Ido Fofana dans nos prochaines éditions. Après le plat de résistance, place au dessert. C'est la saison des mangues et le marché du Banco dans la commune d'Adjamé accueille des camions de mangues. La commercialisation de ce fruit saisonnier est un véritable business juteux pour les commerçantes de gros et de détail. Les déchargeurs et transporteurs se frottent également les mains. Les détails avec Justin Kwasi et Asita Diara. Des camions remplis de mangues attendent d'être déchargés. Habib et ses amis se pressent de les décharger. À côté, transporteurs et commerçantes sont prêts à marchander. Nous sommes au marché de mangue du Banco dans la commune d'Adjamé. On fait travailler par groupe. Le travail, c'est qu'on fait là maintenant, on est 10 personnes. Un carton, on prend ça à 100 francs, 100 francs. Chacun, il va gagner 5 000 ou bien 6 500 par jour. L'un des plus gros marchés de mangue du district d'Abidjan. Le marché du Banco accueille en moyenne plus de 10 camions par jour. Des camions en provenance du nord du pays. Quand les mangues arrivent, chacun a son numéro sur son carton. Soit ta cliente a son numéro sur les cartons. Donc quand ça sort, le carton qui se casse, la dame elle est là pour ramasser ses mangues, pour éviter les pertes. Le prix des mangues, ça varie selon le temps. Dans ce marché, on trouve plusieurs commerçantes de gros et de détail. Selon ces femmes, le commerce de mangue est une activité rentable. On vend en détail, on place 5 à 1000 francs, les moyennes, les grosses 5 à 2000, les plus petites 5 à 1000 francs. Pendant la saison des mangues, on s'en sort vraiment, en gros comme en détail. On peut vendre 4, 5, 6 cartons par là, par jour. Ce qui nous revient à 150 000 par jour, voire plus que ça. Ça me fait 34 ans que je suis dans le vente de mangue. On est sur le marché de mangue. Quand le moment arrive, nos parents nous envoient, nos frères nous envoient, et puis nous faisons le grossiste de mangue. Il peut l'envoyer dans les remorques, et puis on décharge aussi, on envoie dans les différents quartiers. Et on détaille aussi ici. Nous avons fait des enfants
qui ont grandi, ils sont anniversaires. C'est dans la mangue, nous les avons nourris. On a payé leurs écoles aussi. Malgré que c'est périodique, nous gagnons pour nous. Ce que nous gagnons, ça nous suffit dans l'année. Alice Abba est vendeuse de mangue dans la commune de Yopougon. Ce matin, elle est dans ce marché pour s'approvisionner. Je viens payer mangue ici, en gros ou détail, je paye tout. Pour le revendre. Souvent on prend la chose, carton, on peut prendre à 10 000, 9 000. Quand on prend les cartons de 7 500, on peut avoir ça, on peut vendre, on gagne au moins 5 000 dessus. Ça nous permet de faire nos petits besoins. La saison des mangues, une aubaine pour les livreurs. Ici, c'est un bon marché parce que ça sort bien, on se retrouve bien ici. Avec les déchargements des camions, on n'a pas de point de recette. Par jour, on peut faire au moins 5 tours. Et puis, si on n'a rien à attraper, au moins 30 000 à 35 000. Ça dépend. Ça nous arrange beaucoup. C'est ici que les particuliers aussi viennent s'offrir les plus belles mangues à prix réduit. Ici, à la source, c'est bien naturel. Il n'y a pas de produits là-dessus. Il y a des personnes qui me font de bons prix. Le marché de mangue d'Adjamé Banco est une opportunité pour commerçants et clients. Cependant, il est confronté à d'énormes difficultés. Notre difficulté, c'est d'avoir au moins des appartements encore plus ce qu'on a. Parce que quand il pleut, on a plus de pertes que ce qu'on reçoit. Quand les camions arrivent, sincèrement, quand il pleut, comme on n'a pas suffisamment d'appartements, le manque se gâte. On risque de perdre beaucoup. On demande l'aide de nos autorités. Tantôt marché de mangue, tantôt marché d'orange, le marché du Banco demeure un marché de fruits de saison. Un élément commenté par Georgette Ido Fofana. La lutte contre l'utilisation des substances et méthodes interdites en Côte d'Ivoire était au cœur d'un forum initié par le CESEC et l'UNESCO. Une rencontre pour mettre en place des moyens de lutte efficaces contre les produits illicites pouvant affecter le développement du pays et les populations, surtout les plus vulnérables. Des précisions avec Clément Boko et Assita Diarra. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC et l'UNESCO ont conjointement organisé le Forum national multiparti sur les substances et méthodes interdites en Côte d'Ivoire. Cette rencontre est axée sur la prévention et la lutte contre l'utilisation des substances prohibées. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, le docteur Eugène Akaoulé, se prononce sur l'importance de ce forum. Le CESEC accorde un intérêt particulier à la thématique au cœur de cette assise. Le CESEC, institution consultative, se veut être une chambre silencieuse, engagée dans la lutte pour le futur de notre pays. C'est dire combien la lutte contre les substances et méthodes interdites est un enjeu majeur de développement pour notre pays qu'il faut adresser avec précision et efficacité. Il constitue un outil précieux dans la lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire, selon le secrétaire général du comité interministériel antidrogue. Le forum aujourd'hui nous donne la possibilité de sortir en public et de dire voici la réalité du pays, voici la réalité de l'usage des drogues, voici la réalité du trafic des drogues. Parce que n'oubliez pas que ces derniers temps, c'est plus d'une trentaine de tonnes de cocaïne qui sont venues vers notre pays. C'est plus de 3000 personnes qui ont été arrêtées. C'est un phénomène réel. Ça y est là, ça y est à nos portes. Avec ce genre de forum, on réfléchit, on donne des pistes et maintenant il faut que les moyens suivent pour que nous puissions travailler pour bouter hors le problème de la drogue. L'UNESCO, quant à elle, a suggéré diverses solutions pour intensifier la lutte contre la drogue en collaboration avec les autorités locales. La Côte d'Ivoire dispose déjà d'un certain nombre d'atouts. Nous, UNESCO et l'ONUDC, on vient appuyer ce qui existe. L'existant nous a permis de voir qu'il y avait un certain nombre de porosités, au nombre desquelles nous avons fait des propositions. Le pass anti-drogue que nous avons proposé, il y a d'autres éléments, d'autres mécanismes que nous allons poursuivre avec la création d'une task force. Vous avez donc la prochaine étape, une task force qui sera localisée, à partir de laquelle on va travailler donc sur ces outils concrets. En unissant leurs forces, le CESEC et l'UNESCO réaffirment leur engagement à construire une société plus saine et plus digne pour tous, en particulier pour les plus vulnérables. Parlons santé à présent. La Fédération de l'Association Ansardine d'Abidjan Sud a organisé une collecte de sang à l'hôpital général de Marcory à l'occasion de la date anniversaire de leur guide spirituel, Chérif Ousmane Madan Aïdara, pour manifester l'élan de solidarité aux patients en manque de sang. Yacouba Koulibaly, Assita Diarra.
Voler au secours des patients de l'hôpital général de Marcory qui ont besoin de poches de sang pour retrouver la santé. C'est l'objectif visé par la fédération de l'association Ansardine Abidjan Sud. C'est un acte de reconnaissance envers notre guide spirituel à 7, Chérif Ousmane Madana Aydra, qui nous a toujours exhortés à faire du bien à nos semblables. Donner le sang, c'est de sauver la vie de ton prochain. Nous avons une pensée pieuse pour nos parents, nos frères qui sont actuellement dans les hôpitaux, qui ont besoin du sang. Les donneurs entendent toujours accompagner cette initiative. On donne le sang par rapport à nos guides, Chérif Ousmane Madana Aydra. Vraiment, on est fiers de lui, on est content de lui. Vraiment, il est venu pour nous guider, pour prendre un bon chemin. Je suis heureux de donner mon sang pour sauver les gens, leur vie. Le don de sang est une initiative encouragée par l'association Ansardine. Un mot de religion dans cette édition. Le premier vol des candidats au Hadj du contingent étatique est prévu pour le lundi prochain à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Mais avant, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a reçu hier à son cabinet au plateau l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Reportage par Gassoro Kone de Madongui et Enza Traoré. Commune du plateau, cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque face au ministre Vagondo Diomandé. Leur présence, la synthèse des préparatifs et de l'ensemble des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire en vue de permettre aux pèlerins ivoiriens d'accomplir avec quiétude en terre sainte d'Arabie Saoudite le 5e pilier de l'islam. À l'issue de la rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité assure. Tout le dispositif est prêt pour que le pèlerin, une fois qu'il est pris en charge à l'aéroport, qu'il n'ait plus à remplir la moindre formalité d'immigration arrivé en Arabie Saoudite et qu'il aille directement à son hôtel et qu'il commence donc le pèlerinage. Le ministre Vagondo Diomandé a saisi l'opportunité pour saluer le président de la République, Alassane Ouattara, et les autorités saoudiennes pour leur implication et leur engagement dans l'organisation limpide du pèlerinage à la Mecque. Il n'a pas manqué d'interpeller les candidats au Hadj clandestin. Les dispositions mises en place en Arabie Saoudite sont de nature à empêcher tous ceux qui ne sont pas officiellement pèlerins au titre de la Côte d'Ivoire. Ceux qui s'inscriront dans des voies détournées s'exposent à des sanctions qui sont très très lourdes, qui ont été mises en place par l'Arabie Saoudite et devant lesquelles nous, autorités ivoiriennes, ne pourrons malheureusement pas agir. Pour rappel, le premier vol des candidats au Hadj du contingent étatique est prévu pour ce lundi 27 mai à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Toujours à propos de religion, 53 pasteurs ont reçu leur diplôme dans la commune de Yopougon après 3 ans de formation en théologie. Les détails avec Justin Kwasi et Asita Diara. Ambiance de fête à l'église Race des Vainqueurs, tabernacle de la foi de Yopougon. Nous sommes le lundi de Pentecôte. L'église met à profit ce moment pour distinguer les étudiants fraîchement sortis de l'école de théologie. Dans tout corps de métier, il faut aller à l'école. Dans tout corps de métier, il faut se faire former. Permettre aux pasteurs d'enseigner véritablement la vérité. La vérité que Jésus-Christ est venu nous enseigner. C'est ça le but de la formation. Et c'est ça, c'est l'élément sur lequel nous insistons. Au total, 53 étudiants, dont 21 bacheliers, 15 licenciés et 17 masteriens, ont reçu les diplômes de fin de formation après avoir bénéficié de l'imposition des mains de leur père spirituel. Ils sont maintenant certifiés et autorisés à enseigner la parole de Dieu. Dans la marche d'un serviteur de Dieu, il est important d'obtenir la caution et l'onction des pères de l'Église afin de pouvoir exercer. Et aujourd'hui est un grand jour pour le corps de Christ, pour l'Église dans son ensemble, de voir officiellement intégrer en son sein un autre membre qui viendra encore agir
pour le bonheur des frères et des sœurs, des hommes, mais surtout pour la gloire du nom de notre Dieu Tout-Puissant. C'est l'émotion, je suis contente parce que nous avons fait 3 ans d'école pastorale. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on a reçu le diplôme. Ce n'était pas évident que je sois là aujourd'hui. Être formé en théologie pour continuer le ministère, je pense que c'est la façon la plus instituée de pouvoir être efficace et être meilleur dans l'exercice du ministère. Pour l'occasion, les fidèles sont venus nombreux soutenir les nouveaux diplômés. C'est une fierté, un honneur et encore une grandeur de voir encore nos pères venir encore se consacrer, venir apprendre et aujourd'hui se faire décerner un diplôme. C'est une fierté pour nous. Cette cérémonie marque la sortie de la 24e et 25e promotion des diplômés en théologie. Un reportage commenté par Anicette Conan-Blessing. Terminons ce journal en RDC où 3 jours après l'attaque de son domicile par des hommes armés lors d'une présumée tentative de coup d'État, Vital Kamerhe, le leader de l'Union pour la nation congolaise, a été élu hier au poste de président de l'Assemblée nationale. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.